Nous sommes au tout début du XVIIIe siècle, en France, sur les bords de la Méditerranée. Olivier Misson, un tout jeune officier de la marine française, embarque sur le Victoire, un puissant navire corsaire doté de 30 canons, prêt à combattre pour le roi dans l'océan Atlantique. Le capitaine du Victoire, le capitaine Fourbin, décide de faire une escale à Naples. Personne ne sait vraiment pourquoi, peut-être pour faire un plein de pizza ou aller manger des nouilles, qui sait. Bon, et pendant qu'il fait ces trucs vraiment très intéressants de capitaine, Olivier, lui, il en profite pour faire le touriste. C'est quand même la première fois qu'il sort de France, alors go chercher des cartes postales. Si jeune et déjà boomer. Sauf que pendant sa visite, Olivier tombe sur un type vraiment chelou. Un moine qui s'appelle Caraccioli. Et Caraccioli, c'est un original. Il soigne les malades de la ville, nourrit les mendiants. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, mais surtout, il la ramène tout le temps. Et ce qu'il raconte est plutôt incroyable pour l'époque. Il dénonce la richesse de l'Église quand les pauvres sont partout dans la rue. Il est contre la peine de mort et affirme que c'est la soif de pouvoir des humains qui rend le monde malade. Ok, waouh. On rappelle qu'on est quand même là au temps de Louis XIV, hein. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on raconte dans la rue, même à Naples. Et Olivier, ça lui plaît bien d'écouter Caraccioli raconter ces trucs. Les deux deviennent potes et le moine décide de tout plaquer pour accompagner son nouveau meilleur ami. À bord du Victoire, Caraccioli continue de parler d'un monde meilleur, plus juste et plus égalitaire. Et là, les marins l'écoutent. Forcément, ça leur parle, et puis il faut dire que le gars est éloquent. Bon, le capitaine doit être encore en train de manger des nouilles dans sa cabine apparemment parce que lui, il le laisse faire. Soudain, en pleine mer, un navire ennemi les prend en chasse, le Winchelsea. Bim, baston général. Le capitaine du Victoire, sûrement empêtré dans ses spaghettis, se fait tuer avec tous les officiers. Carnage, stupeur et ketchup. Y a plus de chef. Misson, Olivier se sent pousser des ailes et prend le commandement dans le feu de l'action. Et le gars, il a ça dans le sang. Il réussit à retourner l'issue de la bataille grâce à son sang-froid et met en déroute les ennemis. Hourra, youpi, bravo fiston. Les marins sont comme des oufs et ils choisissent de lui confier le navire. Olivier devient alors Capitaine Misson. Caraccioli est désigné quartier-maître pour représenter les marins et il en profite pour se lancer dans un discours où il promet qu'ensemble ils vont créer une république fondée sur la liberté et l'égalité. Ils décident de pas être des pirates comme les autres. Pour se différencier, ils prennent un drapeau blanc et non pas noir et ils se choisissent une devise, par Dieu et par la liberté. Avec Misson, il traverse les océans et grâce à son don pour le commandement, il gagne bataille sur bataille et récupère tout l'armement des vaincus. Ils vont jusqu'à piller un navire appartenant au grand Moghol régnant sur l'empire du même nom dans l'actuelle Inde, avec des richesses inestimables à bord. À chaque fois, il propose aux marins et aux esclaves de les rejoindre, peu importe d'où ils viennent ou quelle langue ils parlent. Et au bout d'un moment, en plus de plus rien comprendre entre eux, il n'y a plus de place. Caraccioli devient alors capitaine de son propre navire. Bien joué Joe. Ils arrivent finalement à Madagascar où les deux copains se trouvent deux copines qui leur plaisent bien. Les marins eux aussi en profitent pour roucouler avec les malgaches. L'amour. Ah, l'amour, ça c'est bien un truc qui motive à poser ses valises. Ce qui explique que toute la compagnie décide alors de s'installer au nord de la baie de Diego Suarez, dans une petite crique, cachée, naturellement défendue par des falaises des deux côtés. Misson et Caraccioli ont réussi leur coup. Ils l'ont fondée, leur république. Elle s'appellera Libertalia. Et eux, ils seront les Libéri. Caraccioli est comme un gosse. Libertalia, c'est un bac à sable pour lui et sa société idéale. Les Libéri abolissent l'argent et la propriété privée. Les terres sont réparties équitablement entre tous et ni Misson ni Caraccioli n'ont une part plus grande que les autres. Ils construisent une maison commune et désignent une personne sur 10 pour former une assemblée constituante. Ils décident alors de tirer au sort leurs officiers, de faire tourner les charges pour ne pas qu'ils s'habituent au pouvoir, de voter chaque décision ensemble et d'élire un grand protecteur pour une durée de 3 ans. De leur côté, les matelots s'occupent de planter dans les champs, de construire des maisons et des fortifications près de la mer, avec les canons qu'ils ont récupérés de leur voyage. Personne n'a la puissance de feu pour les déloger de là. Ils rencontrent peu après le célèbre pirate Thomas Tew, qui les rejoint avec son navire et son équipage. Tew est fasciné par ce qu'il découvre. On n'a jamais vu ça. Personne n'a vu une puissance pirate pareille. De quelques marins paumés en pleine mer, ils sont devenus une véritable armée pirate, expérimentée et armée jusqu'aux dents, possédant une forteresse imprenable depuis la mer.
mais depuis la mer seulement. Alors que tout était parfait pour eux, une nuit, ils subissent une attaque surprise depuis la terre. Libertalia avait des voisins malgaches qui les massacrent quasiment jusqu'au dernier. Caraccioli meurt dans la bataille, Misson réussit à s'enfuir avec Thomas Tew, mais mourra dans une tempête un peu plus tard. Et voilà comment l'histoire de Libertalia est anéantie en plein vol, en une seule nuit d'inattention. Les rêves de liberté se brisent et il n'en reste que des souvenirs. Du moins ça, c'est ce que l'histoire raconte. Mais est-ce que ça serait pas un peu romancé quand même ? Eh bien, des historiens, archéologues ou anthropologues se sont penchés sur la question. Et certains affirment même avoir découvert la véritable origine de la colonie de Libertalia. Et je t'avoue que quand j'en ai pris connaissance, j'étais particulièrement excité. Parce qu'il faut bien le dire, ce qui se cache derrière l'un des plus grands mystères de la piraterie est tout à fait inattendu. Salut à toi, le matelot. Libertalia, c'est une belle histoire, hein, de l'aventure, de la baston, de l'amour, et une fin dramatique. Tu m'étonnes, à moi aussi, elle m'a plu la première fois que j'en ai entendu parler. Mais elle n'est pas aussi claire que ça, et il va me falloir un peu de temps pour aller explorer ce qui est peut-être le plus grand des mystères de la piraterie. Tout commence en 1724 en Angleterre. À cette époque, on est à la fin de la période dite de l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes. Et l'océan Indien n'est pas en reste. En Europe, les gens entendent des histoires venues des marins faisant escale, mais sans vraiment savoir ce qu'il en est. C'est là qu'un livre va frapper très fort. Une histoire générale des vols et des meurtres des plus fameux pirates. Pour faire simple, ici, je vais l'appeler l'histoire générale des pirates. Il a été écrit par un certain capitaine Charles Johnson, et il raconte la vie trépidante de nombreux pirates ayant écumé les mers quelques années avant la publication du livre. Barbe Noire, Thomas Tew, Henry Avery. Et au milieu de ce livre, l'histoire d'un capitaine pirate français nommé Misson ayant fondé une république à Madagascar nommée Libertalia. Je te fais pas le résumé, c'est exactement l'intro de la vidéo, à une nouille près. Même si personne n'a entendu parler de ce capitaine Misson à Londres, personne ne remet en cause son existence. Il y en a tellement des pirates après tout. Et ça, c'est aussi parce que ce livre sur l'histoire des pirates semble très fiable. Le texte fourmille de tellement de détails qui sont confirmés par d'autres documents qu'il devient une véritable bible pour tous les chercheurs anglais. Libertalia ne semble donc laisser aucune place au doute dans ce qu'en décrit l'auteur, du moins pour le moment. Et en France ? Déjà, il faut attendre 1905 pour que le texte portant sur Libertalia soit traduit par un certain Alfred Grandidier, un scientifique qui a étudié l'environnement malgache. Jusque dans les années 70, l'histoire de Libertalia ne pose pas trop de problèmes. Après la première traduction de 1905, l'histoire s'est peu à peu diffusée dans les cercles de spécialistes français. D'abord à travers un roman, puis grâce à la presse malgache qui en fait un feuilleton, et enfin par les travaux de divers historiens tout au long du siècle. On peut citer Descaries, Deschamps, Toussaint. Si bien que dans les années 60, en France, l'histoire de Libertalia a acquis la solide réputation d'une colonie de pirates ayant expérimenté une société égalitaire à Madagascar. Oui, la cité des pirates aurait même, selon Descaries, été un prototype des organisations républicaines contemporaines. Rien que ça. Mais tout bascule la décennie suivante. Les premiers doutes commencent à s'installer dans les cercles des chercheurs français. En 1972, l'archéologue Pierre Vérin est le premier Français à émettre l'hypothèse que Libertalia n'ait pas réellement existé. En effet, aucune trace archéologique de la colonie n'a été retrouvée. Mais il reste quand même convaincu qu'elle a au moins été le projet des pirates Misson et Thomas Tew. 10 ans plus tard, en 83, Jean Martin, historien des Comores, et surtout après lui, Anne Mollet-Sauvaget, en 88, sont les premiers à aller chercher du côté des sources anglo-saxonnes. Oui, ça paraît assez fou, mais avant eux, personne n'était allé voir ce qui se disait chez les voisins. Ou en tout cas, personne n'y est allé en les prenant véritablement au sérieux. Et ce qu'ils ont découvert a remis en cause tout ce qu'on a cru sur Libertalia. Bon, avant de te le révéler, il faut que je t'avoue que je t'ai pas tout dit. Mais si t'as fait un peu attention au déroulement, quelque chose aurait dû te taper dans l'œil direct. Je ne t'ai donné aucune preuve de l'existence de Libertalia. Et pour cause, il y en a pas. En tout cas, pas des valables. Enfin, on y reviendra un peu plus tard. Alors, qu'a donc compris Anne Mollet-Sauvaget de si décisif ?
que le capitaine Johnson, l'auteur de l'histoire générale des pirates, ne serait en vérité qu'un pseudonyme pour Daniel Defoe, l'auteur anglais célèbre pour son Robinson Crusoe. Alors, qu'est-ce que ça change, tu vas me dire ? Eh ben jusque-là, on pensait que l'auteur était simplement un marin et qu'il avait une visée documentaire sur son époque. Mais maintenant, on sait que c'est un auteur de fiction qui se révèle avoir écrit l'histoire de Libertalia. Et ça change tout. Et Mollet Sauvaget est la première à véritablement défendre que l'idée de Libertalia n'est qu'une cité imaginaire dont s'est servi Daniel Defoe pour faire passer ses idées. Parce que oui, Defoe, il a certaines idées qui sont particulièrement progressistes pour son époque. Ça colle donc parfaitement avec Libertalia. En plus des histoires de marins et de pirates, il en a écrit, il sait de quoi il parle, et il est assez documenté pour avoir rédigé l'histoire générale des pirates. Par la suite, la grande majorité des historiens français va se rallier à cette idée que Libertalia n'est finalement qu'un énorme fake. Mais là, je te parle de la France, parce que dans les pays anglo-saxons, le truc est réglé depuis longtemps. Allez, on rembobine pour comprendre ce qui s'est réellement passé et comment les Français ont perdu une occasion d'être bons. Et oui, si en France on fait le lien entre le capitaine Johnson et Defoe à la toute fin du XXe siècle, dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de connu dès les années 1930. C'est là qu'un biographe de Defoe, John Robert Moore, lui attribue le texte de l'histoire générale des pirates. Et il n'y a pas de débat, c'est complètement accepté par les spécialistes anglo-saxons. Et pour Libertalia, Moore admet que c'est quand même pas bien clair cette histoire, et il a lui-même de gros doutes. Mais les Français, eux, ils ont rien vu. Ou peut-être n'ont-ils rien voulu voir. Enfin, il y a quand même des explications à tout ça. Mais elles sont d'abord politiques, tu vas vite comprendre. Avant ça, il faut dire qu'elle part mal, cette histoire en France. Alfred Grandidier, le tout premier traducteur du texte dans la langue de Molière, n'est pas du tout historien. Il est avant tout naturaliste. Il n'a pas les compétences pour juger de la véracité du texte. Mais ça, c'est pas très grave après tout. D'autres auraient pu s'en charger plus tard. Le vrai truc qui pose problème, c'est qu'il est proche des administrateurs coloniaux de Madagascar, qui vient à peine de passer sous le contrôle des Français 10 ans plus tôt. Et dans ce contexte, l'histoire de Libertalia joue un rôle crucial. Bah oui, comment on fait pour essayer de se faire accepter en tant que colonisateur ? On dit s'il vous plaît ? Pas du tout. Un truc qui marche bien, c'est de faire en sorte de paraître légitime pour occuper la terre. Et ce texte, justement, il parle d'un Français venu s'installer à Madagascar en 1700. Et avec panache en plus. Alors, si ça, c'est pas français, frérot ? Et donc, si ça fait déjà 200 ans que les Français viennent fonder des colonies ici, bon finalement, on fait qu'officialiser le truc, quoi. Ah oui, par contre, j'ai pas dit que c'était subtil, Mais c'est pas non plus conscient tout ça. Grandidier, il ne ment pas exprès. C'est juste qu'il est largement biaisé et qu'il se plante à cause du contexte historique qui est le sien. Encore et toujours, l'important c'est de replacer les choses dans leur contexte. Donc, notre Grandidier est là. Il remet pas en cause l'histoire de Libertalia parce que ça sert le narratif de la colonisation. Après ça, en 1934, l'histoire de Libertalia apparaît dans un roman. Et là, c'est la même chose. Ce livre, c'est le Flibustier mystérieux. L'auteur, c'est l'historien et spécialiste de la marine française Charles de la Roncière. Sa réputation de sérieux va donc rajouter une couche de crédit à Libertalia. Il va même jusqu'à dire qu'il y a une baie nommée la baie des Français, et donc que c'est bien la preuve que Misson est passé par là et qu'il est venu s'y installer. Alors non, c'est vrai, c'est pas ce qu'on appelle une preuve irréfutable, c'est clair. Mais ça va quand même marcher et être repris par d'autres historiens plus tard, dont le suivant dans la liste, Raymond Descaries. Et lui, il a été directement administrateur colonial. Donc encore une fois, il reste dans ce récit utile pour la France colonisatrice. Mais si le récit colonial est le plus important pour permettre la diffusion de l'histoire, il n'est pas le seul à trouver utile ce texte de Libertalia. Quand je te disais que la presse malgache l'avait diffusé, en fait, ça s'est fait sur le mode d'un feuilleton. Et ça a même eu tellement d'impact que l'histoire est devenue une fierté malgache. Malgré le fait que dans la population, en fait, personne n'en avait jamais entendu parler. Ça aurait pu mettre la puce à l'oreille à quelques-uns, mais non. Donc, le journal en question, son directeur, il était proche des sphères communistes. Et puisque Libertalia prône l'égalitarisme ainsi que l'abolition de la propriété privée, forcément, ça lui plaît bien. Alors, non seulement il va se garder de remettre en cause l'existence de Libertalia, mais il va surtout, discrètement, mettre en gras les passages de l'histoire qui lui paraissent défendre au mieux son idéologie. Et oui, tout est bon dans la propagande.
Puis, c'est au tour de l'historien Hubert Deschamps de se faire avoir. Alors c'est la référence en histoire malgache à cette époque, et le truc c'est que lui, en plus d'avoir été gouverneur colonial de Madagascar, il est personnellement fasciné par les pirates. Et Libertalia lui semble être un idéal de cette piraterie, un modèle d'ingéniosité, de panache et de valeur humaniste. Il en dit même qu'on n'y trouvera rien qui sonne le faux. Il reprend cette histoire notamment en écrivant plusieurs livres sur la piraterie, dans la célèbre collection des Que sais-je. À partir de là, Libertalia est véritablement ancré du côté de la vérité, à cause des chercheurs qui ont été influencés par son intérêt politique, mais aussi par le cloisonnement entre la recherche française et la recherche anglo-saxonne. Parce que de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, comme on l'a vu, la situation est bien différente. On se doute bien que Libertalia, c'est du flan. Et par-dessus tout, cette histoire n'a aucun intérêt politique. C'est à peine si on en parle en fait. Bon, mais en France, Deschamps, c'est la référence, et plusieurs de ses élèves vont reprendre à leur tour ce mythe. À partir de la fin des années 60, ce sont les écrivains qui s'emparent de Libertalia et qui en font le symbole d'une société libertaire par excellence. Après avoir été l'allégorie de la colonisation, voilà qu'elle est devenue le parfait étendard de la société française post-68. Oui, tu l'as bien compris, on lui fait dire tout et son contraire. Dans les années 80, les écrivains Gilles Lapouge ou Daniel Vaxeler sont parmi ceux qui ont écrit sur Libertalia en défendant son existence réelle et en rendant le romanesque de cette aventure. D'ailleurs, personnellement, c'est grâce au livre des Mutins de la Liberté que j'ai eu mon premier contact avec Libertalia. Et le livre reste très bien, mais il faut juste savoir que c'est pas du tout tiré d'une histoire vraie, comme l'affirme Vaxeler. Et pour finir, c'est Anne Mollet-Sauvaget qui renverse la table avec sa thèse Madagascar dans l'œuvre de Defoe, publiée en 1988. Elle y démêle enfin le vrai du faux en reliant les recherches anglo-saxonnes et françaises pour faire de Libertalia la fiction qu'elle est réellement. C'est donc la première en France à reprendre le texte de l'histoire générale des pirates à la source et à enfin vérifier les informations qu'il dispense. Et oui, il était temps. Mais si les historiens ont été influencés par des considérations politiques, quand même, quand on regarde le texte de Libertalia, et si on veut être un peu rigoureux, en fait, il n'y a rien qui va quasiment. Et ça se voit très vite. Une question persiste alors. Comment ils ont pu se planter à ce point-là? Alors, regardons un peu tout ça plus attentivement. Il y a beaucoup de détails, voire des passages entiers qui relèvent de la fiction. Et du coup, je vais te donner les plus importants, sachant qu'il y en a d'autres et qu'il serait un peu fastidieux de tous les voir ici. Déjà, il n'y a aucun autre document d'époque qui fait référence à un capitaine Misson. Pas de trace du capitaine Fourbin non plus. Ni du site de Libertalia, comme je te l'ai déjà dit. Bon, déjà, rien qu'avec ça, normalement, on devrait douter en fait. Mais parfois, Defoe insère de véritables éléments dans son histoire pour semer le trouble. Thomas Tew, le troisième personnage principal de l'histoire, a bien existé, lui, c'est vrai. Mais il est mort en 1695, soit 12 ans avant le naufrage du Winchelsea, qui, dans l'histoire, sombre bien avant la rencontre avec Tew. Il y a bien une incohérence donc. La capture du navire du Grand Mogol est, elle, étrangement identique au fait d'armes de Henry Avery, un autre pirate qui est resté célèbre pour ce coup historique en 1695, qui lui aurait rapporté l'équivalent de 50 millions de livres actuels. Mais si Misson avait vraiment capturé un vaisseau équivalent, tout le monde en aurait parlé, et des sources pourraient facilement vérifier ce fait d'armes majeur. Et comme par hasard, aucune trace. Des traces, il y en a bien concernant un certain Misson. Mais il est ni capitaine et il se prénomme pas Olivier comme dans le texte. François-Maximilien Misson, c'est un personnage qui a réellement existé. Et donc c'était pas un marin, mais un écrivain, un Suisse protestant, avec des idées transgressives et réfugié à Londres. Là-bas, il s'est reconverti en éditeur et a pu très facilement inspirer le personnage d'Olivier Misson, qui, lui aussi, porte des idées radicales. Et enfin, on peut aussi parler de Caraccioli, le prêtre. Ne serait-il pas en fait l'avatar de Galeazzo Caracciolo, issu d'une grande famille italienne, un petit-neveu du pape Pie IV, d'abord catholique, puis converti au protestantisme et ami de Jean Calvin. Un protestant, né à Naples, exactement là où Caraccioli rencontre Olivier Misson. Ça fait beaucoup de similitudes, tout ça. Il est donc possible que le personnage de Caraccioli soit encore une influence tirée du monde réel. Bref, t'as compris l'idée, Defoe semble s'être inspiré d'éléments authentiques. Et c'est ce qui peut faire douter le lecteur, parce que parfois son texte colle très bien avec la réalité.
Oui, il y a bien eu un naufrage d'un navire nommé Winchelsea en 1707, ce qui permettrait de dater l'action de Libertalia entre 1707 et 1710. Mais ce naufrage, d'après les sources dont on dispose, n'a pas été provoqué par un affrontement, mais il a simplement sombré sans qu'on en sache beaucoup plus. En parlant de navire, il y a bien existé aussi une frégate nommée la Victoire, comme le navire des Libéry. Elle a été construite à Dunkerque en 1704 et a même subi une mutinerie en 1710, mais elle a continué à servir jusqu'en 1733, donc ça colle pas jusqu'au bout. Pareil, une seigneurie provençale portant le nom de Misson n'a effectivement plus d'héritier à la fin du XVIIe siècle, ce qui pourrait correspondre avec la disparition d'Olivier Misson. Ça reste bien faible comme indice, encore une fois. Mais voilà, tout ça fait pas le poids face à tout ce que je t'ai dit plus tôt. Quelques doutes contre de nombreuses incohérences et un manque de preuves directes, la balance est très nettement en faveur du fantasme. Et les historiens français seraient peut-être arrivés à cette conclusion s'ils avaient été reprendre le texte de Libertalia à la source et en les confrontant à d'autres documents. Aujourd'hui, plus personne de sérieux ne défend l'idée que Libertalia a véritablement existé telle qu'elle est décrite dans le texte de Capitaine Johnson. Alors oui, je dis pas de faux volontairement parce qu'aujourd'hui certains chercheurs pensent que c'est encore quelqu'un d'autre qui a écrit l'histoire générale des pirates, à savoir Nathaniel Mist. Bon, je m'étends pas là-dessus, ça change pas grand-chose pour cette vidéo et c'est pas le sujet, mais au moins tu le sais. Donc, comme tu le vois, Libertalia a provoqué pas mal de discussions. Et avant de te livrer la toute dernière hypothèse sur cette histoire, celle qui risque de renverser complètement la table, je dois te faire un petit bilan de ce qu'on sait et de la vision actuelle sur le sujet. L'image d'Épinal de Libertalia, c'est une poignée de pirates qui s'installent dans une baie de Madagascar. Et ça, c'est absurde. Comme si l'île était quasiment vierge de toute occupation et de toute structure politique, n'attendant que d'être conquise par les colonisateurs. Le truc, c'est qu'au début du 18e, Madagascar, c'est une île encore largement méconnue pour les Européens et sujette à fantasmes et fascination. L'émergence de la piraterie dans cette zone en fait un lieu parfait pour la rédaction de cette nouvelle mêlant aventure, exotisme et anticipation. Et si Defoe est réellement l'auteur de la nouvelle, il s'en serait servi pour diffuser des idées radicales, pour critiquer le système de son époque, en mettant en scène un système alternatif, un peu à la manière de Montesquieu et de ses lettres persanes, publiées seulement 3 ans plus tôt. On serait donc face à un texte complètement dans l'air du temps et de ce qu'on a appelé plus tard la philosophie des Lumières. Mais l'air de son temps, c'est aussi la double altérité des Malgaches, tantôt dépeints en bons sauvages, dociles et accueillants, dont les femmes s'offrent facilement aux pirates, tantôt en sauvages tout court, comme le décrit la scène finale de Libertalia, où une horde sans nom ni motivation autre que la destruction pure et simple déferle sur la colonie. Une image très simpliste, évidemment, mais qui a largement cours au XVIIIe siècle. Parce que s'il y a bien un groupe dont on n'a pas parlé ici et qui pourtant devrait avoir pas mal de choses à dire sur le sujet, c'est les Malgaches eux-mêmes. Et c'est là où l'histoire va prendre un tournant complètement différent. C'est arrivé en 2019 avec ce livre, Les Pirates des Lumières ou La véritable histoire de Libertalia. Un bouquin de David Graeber qui veut revoir de fond en comble la légende, car pour la première fois, Libertalia va être analysée du point de vue malgache. Et tu vas voir que ça vaut le détour. David Graeber, il y en a sûrement plein qui le connaissent ici, mais je vais y revenir un peu plus tard pour le situer, ça va être important. Mais pour comprendre ce que va défendre Graeber, il faut comprendre que Madagascar a une situation particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que Madagascar a été depuis des siècles un lieu de passage, de migration, où des étrangers se sont installés et ont diffusé leur culture sans pour autant s'imposer aux Malgaches. De leur côté, les sociétés locales ont su en tirer parti pour faire de leur île un carrefour commercial et notamment d'esclaves entre l'Afrique, l'Asie, puis plus tard les voyageurs européens. Et nos pirates dans tout ça? Beaucoup ont trouvé refuge sur l'île, notamment au sein du royaume de Sakalava. En échange de ce petit coin de paradis, ou pour être plus proche de la réalité, à l'abri de représailles, ces pirates servaient de traducteurs, d'aide au commerce et de formateurs en armes à feu pour le roi, qui y trouva son compte. D'ailleurs, au début du XVIIIe, des visiteurs racontent y avoir vu de grandes fortifications à la manière européenne, illustrant les nombreuses interactions entre le royaume et le vieux continent, et signe de la richesse du royaume malgache. Ça, c'est le contexte général. Mais là où Graeber se distingue, c'est qu'il accorde un rôle bien plus important aux pirates. Ils n'auraient pas juste été des traducteurs et des sergents instructeurs. Non, ils auraient participé à fonder Libertalia.
Et là, tu te dis, attends, le gars vient de passer une demi-heure à me raconter que Libertalia, en fait, c'est du flan, de la pipe. De la poudre de perlimpinpin. Oui, c'est vrai, je te balade un peu pour mon grand plaisir. Non, Grébert, il est pas complètement con, et il sait bien que Libertalia, telle que décrite par le capitaine Johnson, n'existe pas. Mais par contre, ce qu'il pense avoir trouvé, c'est un équivalent. Et donc les pirates ont bien un rôle à jouer ici. Je te l'ai dit, ils sont déjà présents sur l'île et servent auprès des différents royaumes en tant qu'intermédiaires avec les puissances étrangères, notamment à l'ouest, chez les Sakalava. Mais c'est de l'autre côté de l'île que tout va se jouer et que va se former l'origine du mythe de Libertalia. À l'est donc, les pirates sont beaucoup plus tranquilles. Il y a moins de passages et peuvent même s'installer à certains endroits pour fonder de petites colonies, comme sur l'île de Sainte-Marie durant la seconde moitié du XVIIe. Mais ils s'installent aussi sur la côte. Certains se revendiquent même rois de certaines de ces terres. Abraham Samuel, Nathaniel North, John Plantin pour les plus célèbres d'entre eux. Et pour survivre dans cet environnement étranger, ces faux rois pirates vont faire ce qu'ils font de mieux, bluffer. Auprès des voyageurs de passage, ils vont exagérer leur puissance militaire, leur richesse et leur implantation sur l'île, et vont réussir à faire courir le bruit jusque dans les cours européennes que de formidables royaumes pirates se sont développés à Madagascar. Les légendes pirates commencent à prendre forme. Il y a même des émissaires qui se présentent en tant que représentants de ces rois pirates pour tenter d'établir des traités d'alliance ou de récupérer des fonds en surfant sur la vague de la crainte de la piraterie. Oui, les pirates et les escrocs en tout genre ont les gonades bien accrochées et la vantardise est une arme de propagande massive. Pourtant, la réalité est beaucoup plus triviale. Ils ont simplement trouvé les alliés qui leur ont permis de se maintenir sur place, à savoir les femmes. Et là où ailleurs ça pourrait être tout à fait anodin, ici ça change tout. Dans la société malgache, les femmes sont cantonnées à un rôle largement domestique. Mais grâce aux pirates, elles prennent une place centrale dans les échanges entre pirates et malgaches. Elles permettent aux pirates d'écouler leur stock accumulé et leur apprennent à vivre sur l'île. Elles se placent ainsi au centre du jeu politique de la côte Est. Bon, ça c'est la vision de Grébert, que les femmes se soient émancipées elles-mêmes de leur environnement patriarcal. Pour d'autres, elles ont d'abord été offertes aux pirates par les malgaches et leur rôle aurait évolué au fil du temps. En tout cas, un truc dont on est sûr, c'est que quand des femmes et des hommes s'unissent, ça fait des bébés. Et cette nouvelle génération de métis qui émerge, on va même leur donner un nom. Les Malata. En tant qu'enfants de leur mère, ils disposent d'une influence importante et, grâce à leur père, d'une puissance économique. Ils grandissent donc en tant que nouvelle élite malgache de la côte Est. Et devine quoi ? C'est l'un de ces Malata qui va devenir le personnage central de la nouvelle Libertalia, selon Grébert. En 1695, naît le fils d'une malgache et, selon les sources, d'un pirate nommé Tom ou Thomas White, voire carrément Thomas Tew. Oui, le Thomas Tew de Libertalia. Ça commence fort, les amis. L'enfant est nommé Tom, comme son père, et plus tard, il prendra le nom de Ratsimi-Lao. Dans sa jeunesse, il aurait voyagé en Europe, en Inde, et à la mort de son père pirate, il hérite de ses richesses, de son réseau et de ses armes. Il est donc très tôt riche, cultivé et très influent. C'est donc assez naturellement qu'on le désigne en tant que chef de guerre lorsqu'éclate un affrontement face aux Tsikoa un peu plus au sud. Il n'a alors que 18 ou 20 ans et pour faire face aux Tsikoa, il va unir les communautés de la côte Est en formant la confédération Betsimi-Saraka, les nombreux inséparables, sur une superficie de plus de 700 km de long. On est alors aux alentours de 1715 et cette guerre va durer jusqu'en 1720. De ce qu'on en sait, Ratsimi-Lao réussit à vaincre ses adversaires avec des stratégies nouvelles. Guérilla, effet de surprise, ruse en tout genre, son style détonne avec les traditionnels affrontements. D'aucuns diraient qu'il est directement influencé par son ascendance pirate. D'un autre côté, il réussit à négocier avec ses voisins Sakalava en se mariant avec l'une des filles du roi. L'alliance entre les deux puissances est nouée et Madagascar connaît une paix durable. Puis, étrangement, on n'entend plus parler de lui jusqu'à sa mort en 1750. Et c'est dans cette absence que David Grébert croit pouvoir affirmer l'impensable, Ratsimi-Lao a fondé Libertalia. Alors, je le répète pour être bien sûr que tout le monde comprenne,
David Graeber, il dit pas que la confédération Betsimisaraka est Libertalia telle que le capitaine Johnson l'a décrite. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas assez regardé du côté malgache et qu'on est resté focus sur les pirates. Ce qu'il critique en fait, c'est la vision totalement occidentalo-centrée du mythe de Libertalia. Et que si Libertalia n'a évidemment jamais existé, la confédération Betsimisaraka pourrait en être un équivalent malgache. Mais pourquoi il se permet de dire ça alors que quand même, ça paraît énorme comme affirmation. Déjà, Graeber, il en est pas à son coup d'essai. Les pavés dans la mare, c'est un peu son dada, mais ça, je vais y revenir. En fait, il a tenté de réunir tout un faisceau d'indices, et on va essayer de suivre son raisonnement et comment il fait le parallèle entre la confédération Betsimisaraka et Libertalia. Et pour ça, on va partir des particularités de Libertalia, ce qui fait qu'on s'en souvient. Et ça se résume en 3 éléments principaux. Libertalia est profondément liée à la piraterie. Elle est une expérience de démocratie directe et on n'y trouve ni hiérarchie oppressante ni différence de traitement entre ses habitants. Bien, alors regardons ça de plus près dans la confédération Betsimisaraka. Qu'est-ce qu'il en est pour la piraterie? J'en ai déjà un peu parlé, mais regardons un peu ce qu'en dit Graeber. Sa thèse, c'est que Ratimilao, en tant que fils de pirate, a utilisé tout ce qu'il a appris d'eux pour protéger la confédération. Ratimilao connaît les ruses et les bluffs qui les caractérisent. Il sait aussi à quel point ils sont craints par les puissances européennes. Rappelle-toi qu'il a visité l'Europe dans sa jeunesse. Son objectif aurait été, toujours selon Graeber, de se faire plus effrayant qu'il ne l'aurait été en réalité, en faisant passer la Confédération pour un véritable royaume dirigé par un leader charismatique tel un capitaine pirate, mystifiant un roi européen en envoyant un émissaire à sa cour. Et oui, c'est pas pour rien non plus que je t'en ai parlé. Oh mais qu'il est bien construit ce script! Et pour Graeber, il y a justement un témoignage direct qui pourrait prouver que Ratimilao a utilisé précisément cette astuce. Et tu vas voir, l'anecdote est savoureuse. En 1722, alors que le jeune Ratimilao dirige la Confédération depuis peu, un visiteur anglais vient jeter l'ancre sur la côte est de Madagascar au niveau de la baie des Divagateurs. Celui qui l'accueille, c'est John Plantin, l'un des pirates dont je t'ai déjà parlé, et qui se présente comme le roi de ces terres. Il en fait des tonnes devant l'anglais. Il montre toutes ses possessions pour qu'il puisse raconter au pays que Madagascar est gouverné par un pirate richissime et surpuissant. Et dans ses écrits, Clement Downing, c'est le nom de l'anglais de passage, raconte que le pirate était secondé d'un jeune homme, un métis, du nom de Tom. Tom le mulâtre. Tu le vois venir. Tom, c'est le prénom de jeunesse de Ratimilao. Mais c'est pas tout. Là, je vais te lire un extrait savoureux des écrits de Downing quand il fait la description de Tom. Ce Tom était fort redouté parmi eux, à tel point qu'à sa seule vue, tous se mettaient à trembler. Il lui avait proposé maintes fois de le faire roi, mais il ne voulut jamais accepter ce titre. Voilà comment, pour Graeber, Ratimilao vient en fait de se faire passer pour un lieutenant de John Plantin, qu'en fait des caisses pour impressionner Downing, alors qu'en fait, c'est bien lui, le fameux Tom, qui vient de conquérir quasiment toute la côte est malgache. Encore une ruse de pirate qui semble avoir fonctionné puisque Downing a répété toutes les histoires que lui a racontées Plantin à la lettre dans son livre Histoire des guerres indiennes. Histoire qui, en croisant les sources, se sont révélées fausses pour la plupart, ce qui s'appelle cette fée bernée comme un bleu. Ça, c'est pour le premier point. La confédération Betsimisaraka serait bel et bien profondément influencée par les pirates et aurait largement usé de leurs ruses pour survivre. Mais attends, le meilleur arrive. La seconde particularité de Libertalia, c'est l'idée de démocratie directe, avec quelques représentants désignés par-ci par-là. Graeber va donc chercher à savoir si on retrouve ça d'une façon ou d'une autre dans la Confédération. Et là, bingo! Sur le territoire de la Confédération, les Betsimisaraka participent depuis au moins 200 ans à des kabars, des assemblées populaires cherchant le consensus pour prendre une décision. Parfois, un chef de guerre peut y être élu, et ici, ça serait le cas pour Ratimilao. Alors, il y a bien des chefs de village par exemple, mais les kabars peuvent tout à fait abolir ces décisions si elles ne conviennent pas à l'assemblée. L'image qui prend forme est donc celle d'une myriade de communautés gardant leur autonomie et prenant leurs décisions ensemble, reliées entre elles par un pacte de défense mutuelle, la Confédération. Et donc, si on suit cette logique, Ratimilao n'était pas un roi au sens occidental, comme on a pu le décrire. Il n'était qu'un chef de guerre et le représentant de la Confédération. Rien de plus. Ça te rappelle rien, ça? Exactement le mode de fonctionnement qu'avaient les pirates sur un navire. Pouvoir absolu en temps de guerre,
et relâche en temps de paix. Tiens, voilà pour notre second point. La Confédération ne serait effectivement pas une société au pouvoir centralisé. Mais Grébert n'en a pas fini. Il tient un argument massu. En étudiant la question de l'égalité et de la hiérarchie au sein de la Confédération, il fait ce constat. D'abord, le nom même de Confédération devrait nous donner un indice sur cette hiérarchie. On parle de Confédération et pas de royaume. J'ai déjà commencé à en parler un peu plus tôt. Ratimilao aurait été un chef de guerre plutôt qu'un roi. On pourrait donc s'arrêter là. Mais Grébert creuse le sujet et déroule ce fil encore un peu plus. Un royaume, ça suppose un roi, mais surtout un palais royal, et plus encore, toute une série de constructions et une administration mise en place sur tout le territoire. Alors Grébert se dit qu'on pourrait prendre un élément de comparaison, et ça tombe bien, on en a un sous la main, à l'ouest, chez les Sakalava. Chez eux, pas de doute, c'est clairement un royaume, voire même un empire. Et rappelle-toi, je t'ai même dit que des témoignages parlaient de constructions imposantes dans le style européen. Bah, ça va nous servir de référence. Mais tout se recoupe dans ce script. Mais c'est du génie, mon gars. Et oui, si Ratimilao a fondé un royaume, on devrait retrouver quelques traces de construction à peu près équivalentes à celles des Sakalava. Et devine quoi? Rien. Que dalle. Il n'y a aucune trace d'aucune construction monumentale. Et plus intriguant encore, on ne retrouve aucune modification dans les bâtiments entre la période qui précède la Confédération jusqu'à la mort de Ratimilao. On n'a pas non plus de traces historiques, de textes ou d'œuvres diverses qui permettraient de dire qu'une hiérarchie ou une administration plus importante se serait mise en place. Ce qui explique que, par exemple, dans cette vidéo, j'ai aucune illustration de Ratimilao. Je vais le dire autrement. Aucun artefact retrouvé sur le territoire, ni aucune autre preuve ne permettrait de dire qu'une différenciation sociale serait apparue pendant la vie de Ratimilao. Et ça implique que la société était plutôt égalitaire et sans hiérarchie marquée. Et c'est là que Grébert porte le dernier coup dans son argumentaire. Si on a l'honnêteté intellectuelle d'admettre que Libertalia n'a pas existé, car il n'existe aucune trace de son existence, alors en suivant cette logique, on devrait tout autant admettre que, sans trace pouvant le prouver, la Confédération Betsimisaraka n'a rien d'un royaume fort et centralisé non plus. Allez, il est temps de récapituler. Libertalia n'existe pas, c'est clair, c'est net, personne ne revient là-dessus. Pourtant, selon Grébert, la Confédération Betsimisaraka pourrait en être l'incarnation si on avait su se détacher d'une vision occidentalo-centrée. Sans structure hiérarchique forte, composée d'assemblées, de discussions dans des communautés autonomes, elle a été dirigée lors des moments de conflit par Ratimilao, enfant du métissage entre un pirate et une malgache. Ayant appris les ruses venant de son père pour jouer avec la peur des Européens face aux pirates, il aurait réussi à les mystifier en leur faisant croire à un royaume puissant tenu d'une main de fer. Tout ça pour pouvoir continuer à vivre selon leurs traditions séculaires. Ok, donc ça c'est la dernière hypothèse en date qui circule. C'est tout récent et ça date d'à peine 5 ans. Et il faut du temps pour que les chercheurs fassent leur boulot critique du travail de leurs collègues. Donc on n'a pas vraiment encore de recul sur ce livre de Grébert. Mais il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut en dire. Oui, parce que déjà, je t'ai pas présenté le bonhomme. Docteur en anthropologie, tu le connais peut-être d'ailleurs. On le présente la plupart du temps comme l'auteur du livre Det 5000 ans d'histoire. Un gros pavé qui lui a valu d'être invité à peu près partout dans le monde, en plus d'avoir une reconnaissance académique. C'était pas n'importe qui en tant que scientifique, quoi. Oui, je dis était car il est mort en 2020, un an à peine après la publication de son livre sur Libertalia, qui est le dernier sorti de son vivant. C'est pas non plus n'importe qui pour Madagascar. C'est une île qui lui tenait à cœur, il y a longtemps vécu, et sa thèse de doctorat porte même sur la mémoire à Madagascar. Il arrive donc pas ici de nulle part. Mais il est aussi très connu en tant que militant politique anarchiste. Il fait partie des initiateurs du mouvement Occupy Wall Street, qui lui-même a inspiré le mouvement d'occupation des places en Europe, en Espagne avec les Indignés, ou en France, un peu plus tard, avec Nuit debout. Donc, c'est pas n'importe qui non plus au niveau du militantisme. Et ça, c'est essentiel pour comprendre qui il est. On ne peut pas différencier Grébert l'anthropologue de Grébert le militant. Il a d'ailleurs écrit un texte qui s'intitule « Pour une anthropologie anarchiste ». On peut pas être plus clair. Donc ça implique 2 choses. La première, c'est qu'il a un intérêt à voir le monde d'une certaine manière. Et que parfois, ça peut l'amener
à biaiser son travail. Et d'un autre côté, les chercheurs qui n'aiment pas trop cette vision du monde, eux, ils vont avoir un intérêt à démonter la vision de Graeber. Ça complique les choses. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps, en fait, de se poser et de séparer la vérité de l'interprétation biaisée dans un sens ou dans l'autre. Et là, j'ai déjà 2 exemples qui me viennent en tête. Pour le premier cas, dans son livre, Graeber sous-estime largement le commerce d'esclaves sur l'île, à la fois par les pirates, mais par l'ensemble des Malgaches, y compris la confédération Betsimisaraka. Pour le coup, ça c'est vraiment un truc qui revient dans toutes les sources. La confédération fait pas moins de commerce d'esclaves que d'autres. Du coup, ça nous éloigne quand même un peu de l'idée d'une libertalia malgache. Et pour le second cas, dans le second livre qui m'a fait une grosse part des sources de cette vidéo, l'auteur Alexandre Odard est clairement opposé à la vision de Graeber. Et il va même jusqu'à déformer certains propos de Graeber pour pouvoir le critiquer aisément. Une technique rhétorique un peu facile dite de l'homme de paille. Bref, c'est compliqué et on peut ni prendre l'hypothèse de Graeber au pied de la lettre et l'accepter telle quelle, ni la rejeter totalement sans avoir éclairci les points qu'il a mis en avant. Bah oui, la pratique de l'histoire c'est long, mais c'est ce qui en fait aussi une discipline exigeante. Les rois pirates, les légendes exotiques, l'inconnu d'un nouveau monde encore à explorer, les inspirations contemporaines de l'auteur et ses biais occidentalo-centrés sont les ingrédients qui ont donné toute la saveur au texte originel de Libertalia. Les représentations et idéaux politiques de chacun de ses lecteurs ont par la suite permis d'en faire une véritable légende qui fascine aujourd'hui tous les amateurs et amatrices de la piraterie et des utopies. Mais comme les temps changent, le regard qu'on y porte se modifie, lui aussi. Après avoir été l'emblème de l'utopie pirate, il est peut-être temps qu'elle mette en lumière les populations malgaches, les grandes oubliées du texte d'origine. Libertalia n'a donc pas fini de faire parler d'elle, et ça, c'est le propre des grandes histoires. Toujours est-il que ce texte pourrait tout à fait avoir sa place dans la tradition de la philosophie des Lumières, en tant que réflexion de son temps, en faisant la critique d'un système liberticide et inégalitaire, et en proposant un système alternatif. Un courant de pensée qu'a mené aux grandes révolutions du XVIIIe siècle, et évidemment la nôtre, la première révolution française, dont nous sommes tous et toutes issus. Et en tant que texte des Lumières, Libertalia a participé à diffuser de nouvelles idées et à semer les graines de la révolte. En quelque sorte, si nous vivons dans cette société, c'est aussi un peu grâce à Libertalia et à la piraterie. Ce qui me fait dire que quelque part nous sommes tous et toutes, et j'avoue que ça m'enjaille, des enfants des pirates de Madagascar.